Depuis plus de 60 ans, le Pentagone symbolise la puissance au service de la liberté. Cette forteresse à 5 côtés défend le rêve américain. Mais le 11 septembre 2001, des terroristes ont éprouvé sa résistance. Ils ont transformé un avion commercial en arme de destruction. Ce jour-là, les États-Unis ont vécu des heures tragiques. Mais la forteresse de l'Amérique a joué son rôle de bouclier, protégeant la vie des milliers de personnes qui y travaillaient. Grâce à des techniques informatiques de pointe, nous allons maintenant retracer ce qui s'est passé. Les catastrophes sont rarement le fruit du hasard. Elles résultent souvent d'un enchaînement d'événements malheureux. Aujourd'hui, dans la Minute de vérité, Pentagone, 9 septembre 2001. États-Unis d'Amérique, Arlington, Virginie. Le Pentagone. 11 septembre 2001. 6h46 du matin, c'est l'aube. Au cœur du pays endormi, la citadelle de la défense américaine s'anime. Bonjour, vous écoutez WTW, nous sommes le 11 septembre. Le lieutenant-colonel Marilyn Wills planifie déjà sa journée. Ce matin-là, j'ai appelé une amie pour lui demander d'emmener les filles à l'école, car mon mari et moi devions partir tôt. Un gros bisou à chacune et en route. Marilyn fait partie des 23 000 employés qui convergent quotidiennement vers le Pentagone. Hommes et femmes, civils et militaires, matelots, marines et soldats de l'air. Le Pentagone est l'un des plus grands immeubles administratifs du monde. Sa structure, formée de 5 anneaux concentriques sur 5 niveaux, est unique. En tout, ce sont presque 30 km de couloirs qui serpentent à travers plus de 600 000 mètres carrés de bureaux. 3 fois l'Empire State Building. Une petite ville dotée de toutes les commodités et d'un centre d'opération high-tech pour en assurer la surveillance et la sécurité. « 7 heures. Bobby Hogg, avocat du corps des Marines, arrive au Pentagone. J'avais rendez-vous pour le petit déjeuner avec le commandant second du corps des Marines. On s'est retrouvés aux messes des officiers, à la fraîche comme disent les Marines. La journée commence tout aussitôt pour les voyageurs transcontinentaux de l'aéroport international de Washington Dulles. « 7h18. Des terroristes armés de couteaux et de cutters passent les contrôles de sécurité de l'aéroport. Ils embarquent à bord du vol 77 d'American Airlines. 8 heures. Les bureaux du Pentagone sont maintenant à pied d'œuvre. Marilyn Wills se met en route pour une réunion de service. Militaire de carrière depuis 20 ans, elle a été nommée responsable du personnel militaire et des relations avec le Congrès il y a 2 ans. Avec ma collègue, on a discuté des sujets que je voulais aborder à la réunion de mardi. Ensuite, je lui ai dit à plus tard et je suis allée à la salle de conférence. 8h20. Les contrôleurs aériens autorisent le décollage du vol American Airlines 77. American 77, votre fréquence de départ sera 125,05. Piste 3-0 dégagée. 125,05, piste 3-0 dégagée, American 77. L'avion emporte 53 passagers, 2 pilotes, 4 membres d'équipage et 5 hommes qui projettent un massacre. Parmi les passagers, il y a une famille de 4 personnes, un journaliste politique et 3 étudiants partis en voyage éducatif avec leurs professeurs, ainsi que 2 guides de la National Geographic Society. Les réservoirs de l'appareil contiennent assez de kérosène pour la traversée de 4220 km jusqu'à Los Angeles. 8h46. Ces images terribles sont retransmises en direct du World Trade Center. On nous annonce qu'un avion se serait écrasé sur l'une des 2 tours. Un silence inhabituel envahit le Pentagone. Tout le monde semble pétrifié par les événements de New York. John Yates est responsable de la sécurité au Pentagone.
J'ai regardé ça pendant 4 ou 5 minutes, puis je suis allé appeler ma femme. Avant de raccrocher, elle m'a dit « Chérie, fais-moi plaisir, reste sous ton bureau aujourd'hui. » J'ai rigolé et j'ai répondu « Compte sur moi, je t'aime. À ce soir. » Personne ne mesure encore vraiment la gravité de la situation. 8h50. Le vol American Airlines 77 est parti depuis 30 minutes. Il a atteint son altitude de croisière à 10 500 mètres et vient de traverser la frontière entre l'Ohio et le Kentucky. La tour de contrôle d'Indianapolis prend contact avec le pilote. American 77, direct Falmouth, dégagé. Direct Falmouth, American 77, merci. C'est la dernière communication du pilote. American 77, ici Indianapolis. Vous me recevez? American 77, ici Indianapolis. Vous me recevez? Aucune réponse. Les contrôleurs aériens s'inquiètent. Vous n'avez plus aucun contact? Non, pas de radio ni de signal radar. À cet instant, les informations de vol de l'appareil disparaissent de l'écran radar de la tour. Les contrôleurs ne savent plus où est l'avion. 8h54. À l'insu de tous, le vol American Airlines 77 a changé de direction. Il a fait demi-tour pour repartir à l'est. Au 3e étage du Pentagone, Bobby Hogg, Peter Murphy et un autre avocat discutent d'une affaire. 9h03. Un deuxième avion s'écrase sur le World Trade Center. Pour Bobby Hogg, il s'agit clairement d'une attaque terroriste. À ce moment-là, tout le monde sait ce qui se passe. Il est temps de réagir, de faire quelque chose. Nous sommes au Pentagone, au siège de la Défense nationale. Je dis à mon secrétaire, appelez la sécurité, demandez quel est le niveau d'alerte. Ils regardent tous la télé et personne ne surveille le bâtiment. Que se passe-t-il? Le caporal est revenu en m'annonçant un niveau d'alerte normal. J'ai dit, quoi? Impossible. Quelques secondes plus tard, la sécurité du bâtiment est renforcée. La tension monte au sein du Pentagone. Dans son bureau du rez-de-chaussée, le lieutenant Kevin Schaefer est vissé à sa télévision. Je n'arrivais pas à me concentrer sur mon travail. J'étais debout derrière mon bureau et je me souviens être resté là à regarder les événements. Certains collègues essayaient d'appeler leurs conjoints. Ils avaient besoin de partager leur détresse. Le Pentagone fait partie des cibles potentielles et la crise nationale se rapproche. Alan Wallace est l'un des 3 pompiers de la caserne du Pentagone. Ce matin-là, il vérifie les camions. Le président Bush est attendu à midi. 9h30. Alan reçoit un appel de son supérieur. Campbell m'a informé que le gouvernement considérait ça comme une attaque terroriste. Il m'a dit qu'il fallait s'attendre à quelque chose de similaire à Washington et que si ça se produisait, ce serait notre camion qui interviendrait. Marilyn Wills est toujours en réunion. Isolée dans la salle de conférence du 1er étage, elle ne sait rien encore des attaques terroristes contre les Twin Towers. J'ai jeté un coup d'œil à ma montre et je me suis dit, cette réunion n'en finit pas. 9h32. American Airlines immobilise ses appareils au sol dans tout le pays. Alors qu'ils dégagent le ciel, les contrôleurs de Dulles repèrent un signal rapide sur leur radar. C'était un avion non identifié au sud-ouest de Dulles, avançant à grande vitesse. J'avais un écho, mais rien de plus. Volant à 750 km/h, l'appareil se dirige tout droit vers l'espace aérien protégé couvrant le Capitole et la Maison-Blanche. C'était un compte à rebours. 14 km à l'ouest, 12 km à l'ouest, et soudain l'avion a viré. Mais l'appareil non identifié fait un virage à 330 degrés, presque un cercle complet. Il fonce maintenant sur le Pentagone. On a perdu le contact radio. On a attendu et attendu. J'avais le cœur qui battait la chamade.
11 septembre 2001. 2 avions de ligne viennent de s'écraser sur les Twin Towers. « 9h32. Échappant au radar, un autre appareil vole droit sur le Pentagone. À 9h37, Alan Wallace est devant la façade ouest du Pentagone, à côté de son camion de pompiers. J'étais à l'avant, à droite du camion, à 5-6 mètres de lui. Et en regardant en l'air sur ma gauche, j'ai vu un avion. 9h38. Le Boeing 757, qui va maintenant à 850 km/h, est à 1 seconde de l'impact. Il vole si bas qu'il renverse 3 lampadaires avant de s'écraser contre la façade ouest du Pentagone. Une caméra de sécurité filme les instants qui suivent la collision. Ce sont les seules images de l'impact. L'avion traverse le mur. Le bureau de Kevin Schaefer au rez-de-chaussée est directement touché. Je me souviens seulement d'une énorme boule de feu. Tout a explosé et j'étais projeté à terre. J'étais en feu, je savais qu'il fallait éteindre les flammes. Mais tout est arrivé si vite que le choc m'a totalement désorienté. John Yates et Marilyn Wills sont au premier étage, juste au-dessus de la zone d'impact. Autour de moi, tout est devenu instantanément brûlant, comme dans un four. Et je sentais les sprinklers m'arroser le dos. Une femme s'est agrippée à mon pantalon et je lui ai dit « Tenez-vous à moi, ne me lâchez pas. Je vous emmène, on va sortir d'ici. » On a commencé à ramper. Je passais en premier avec la civile derrière moi. Je ne savais pas qu'il y avait encore plusieurs personnes derrière elle, parce qu'on n'y voyait rien du tout. Je ne voyais même pas mes mains devant moi. C'était noir de fumée. La femme derrière moi a tiré sur mon pantalon en disant qu'elle ne pouvait pas continuer, que la fumée était trop dense et que ça lui faisait mal quand elle respirait. J'avais mon pull d'uniforme que j'imbibais avec le liquide qui coulait du plafond pour l'aspirer et apaiser ma bouche en feu. Je le lui ai passé en disant « Aspirez le liquide, mais ne l'avalez pas. Recrachez-le. » Les standardistes du service de sécurité du Pentagone reçoivent des appels affolés d'employés pris au piège. Pour coordonner l'opération de sauvetage, ils restent à leur poste alors même que le reste du bâtiment est évacué. Au 3e étage, à 7,50 mètres au-dessus du point d'impact, Bobby Hogg est projeté à travers son bureau. Une épaisse fumée noire obscurcit la pièce. Tout en luttant pour respirer, Bobby et ses 4 collègues cherchent désespérément une issue. Mais il y a un problème. Côté sud, le plancher s'était ouvert et ça n'avait pas l'air stable du tout. On avait peur et on était coincés. Alan Wallace a plongé à terre. Il n'a que des égratignures et des brûlures sans gravité. L'explosion a mis feu à son camion, pourtant il n'hésite pas à braver les flammes pour aller appeler des renforts. Fort Myers Rescue Engine 161 responding. 75-63 au rapport. Un avion a percuté le Pentagone. 9h40. Tout autour du Pentagone, la circulation est bloquée. Les équipes de secours doivent se forcer un passage jusque dans la zone sinistrée. Kevin Schaefer est à moitié asphyxié par la fumée. Mais alors qu'il rampe au milieu des débris brûlants et des flammes, il repère une issue. Je voyais presque la lumière du jour, mais tout était obscurci par la fumée. J'ai commencé à courir vers la lumière et je suis passé dans ce trou qui était visiblement tout récent. Mais au premier étage, Marilyn Wills est toujours coincée. On s'est mis à cogner sur une vitre avec les pieds et les mains. Et elle a fini par céder. La femme derrière moi était la plus âgée du groupe, donc on l'a laissée passer en premier. Il y avait aussi un soldat gravement brûlé qu'on a aidé à descendre. Il ne restait plus que mon supérieur et moi devant la fenêtre.